L'équipe de France rejoue dans quelques... Regarde pas comme ça. Dans quelques jours, Erwan. Avant de parler de Draymond Green, on va parler équipe de France. Il y a 2 matchs qui se jouent vendredi et lundi. Erwan a 20 ans de métier et on n'arrive toujours pas à connecter. C'est pas grave, on va quand même en parler. Ensuite, il est mauvais. D'accord. Il est mauvais, ce mec. Je me console. Hein. Oh la vache, oh l'enculé. Alors donc, 2 matchs de l'équipe de France cette semaine. Ça se passe sur DAZN d'ailleurs, les amis. Donc, c'est disponible en plus gratuitement sur la plateforme. C'est Chloé et Stephen qui vont... Exactement, match à Orléans. Orléans pour le 2e match. Parce que d'abord, on va jouer à Zadar face à la Croatie. Match important parce que les Croates doivent absolument s'imposer pour espérer continuer à avoir une chance à se qualifier pour une qualif à l'Eurobasket. Et puis ensuite, donc, le France-Bosnie-Herzégovine. 21h10, ce sera en plein pendant la libre antenne. Donc, on va mettre un petit 2e écran, tu connais. Donc, accès gratuit sur DAZN, les gars. Croatie-France, France-Bosnie. Je vous donne les dernières infos qu'on a pu avoir. Vous savez que Evan, pour raison personnelle, ne pourra pas être là. Donc, c'est Timothée Luaou-Cabarro qui va prendre sa place. Jalen Howard est blessé aux ischio et il est remplacé par, je sais plus, je l'ai noté, et il est plus là. Le truc, c'est qui déjà qui le remplace? Bodian Massa. C'est pas Bodian Massa qui le remplace. Celui qui remplace, c'est Vincent Poirier qui est remplacé par Bodian Massa. Oh, c'est qui déjà Jalen Howard? Je sais plus. Vous allez me dire dans le chat. Même Jaïté, t'as vu, a décliné. Ah bon? Ouais, parce il faut qu'il fasse une petite infiltration, un truc comme ça. Ah oui, il était en Allemagne, j'ai l'info. Exactement. Donc voilà. Et Mousfal et bien sûr Mathias Le Sorn ne pouvaient pas être là. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Cornélie. Merci Peter Cornélie. Voilà. Pour notre belle équipe de France que l'on va. Qui va beaucoup mieux, Peter Cornélie, depuis l'arrivée de Spanoulis. Il a mis un beau Thomas, hein. Ouais, il en a mis quelques-uns. Ouais. Il est en Cannes. Il est en Cannes, il est bien. Spanoulis l'a bien lancé, mais à l'image des Français de Monaco, qui seront nombreux. Pas ce week-end, hein. Pas ce week-end, écoute. Bon, voilà pour l'équipe de France, les amis. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard, une fois que les 2 matchs se seront écoulés. Et j'espère que vous serez à Orléans pour les supporter face à la Bosnie. C'est toujours des bêtes de match à voir, Erwan, ça. L'équipe de France, c'est toujours un bonheur. Honnêtement, nous, on a eu la chance de le voir pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça fait kiffer de voir rentrer ces joueurs et joueuses avec ce maillot bleu fantastique. Attends, c'est trop méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, les bleus, Fada. Et n'oublions pas qu'il y aura un Euro cet été où on va récupérer quand même beaucoup de monde. Quand je vois la saison des vannes avec l'Olympiakos, comme il est en Cannes, comme il est saignant dans un contexte FIBA, Victor qui a dit qu'il serait là à l'Euro, Bilal Koulibaly avec une 2e saison NBA dans les pattes où il fait des choses incroyables. Frérot, cet été, je veux qu'on soit champion d'Europe. Hein. Je veux qu'on soit double champion d'Europe. On aura l'occasion, évidemment. Absolument. Bon allez, on enchaîne tout de suite. On parle de Draymond Green. En marge du All-Star Game, Draymond Green n'était pas joueur, même s'il a participé au Rising Star Challenge, pas du tout, au Skill Challenge, Thomas Dufort, n'importe quoi, et qu'il a été minable. N'oubliez jamais ça, que Draymond Green a été catastrophique dans ce truc-là, où c'est quand même le b.a.-ba du basket, mais il a surtout été consultant. On sait qu'il prépare son après-carrière, qu'il est déjà dans les médias avec son podcast, qui fait beaucoup parler juste après les matchs qu'il joue avec les Warriors, mais il a quand même eu 2-3 sorties, Erwan, qu'on était obligé de décrypter, d'analyser. En tout cas, on va prendre le temps de parler de Draymond Green. Il est quand même en train de, avant qu'on aille dedans là, il est quand même en train de se créer ce personnage de grande gueule qu'il est sur le terrain, mais il le prolonge aussi dans la vie. Complètement. Il est clairement en train de cultiver son personnage et ça marche plutôt pas mal. Je pense que vu que la NBA, et on le dit depuis des années, est policée de plus en plus, que sur le terrain, il y a plus beaucoup de place pour des personnages un peu qui sortent de l'ordinaire. Eh ben, Draymond Green donc se dessine donc un personnage hors des terrains et ça lui va plutôt bien. Je trouve que ces podcasts, on le mérite toujours d'aller chercher des angles, des vues, des façons de penser ou à laquelle on pense pas forcément. Et puis de par son vécu quotidien, ben quand il dit des trucs, même si ça peut paraître fou, ben, tu peux te dire bon ben peut-être que lui il a plus d'infos que moi. Je trouve qu'il se rapproche aussi un petit peu de ce que peut faire Gilbert Arenas, qui a des sorties complètement folles, mais qui des fois a des takes en disant ok toi t'as joué, t'as été dans des vestiaires. Donc, je trouve que, vu que le journalisme, aujourd'hui, ben, aux États-Unis notamment, on est dans l'entertainment avec du Shaq, avec du Kenny Smith et du Barkley, ben, ces mecs-là, mine de rien, ils ont le mérite de parler de basket. Et eux, ce sport, ils le connaissent parfaitement bien. Je dis pas que les autres le connaissent pas, ou ils le connaissent encore maintenant, peut-être ils en sont un peu plus éloignés, mais tu vois, quand il a des textes sur la ligue est devenue ennuyante et pourquoi elle est devenue ennuyante, parce que si tout le monde joue pareil, on peut plus faire des coups tactiques et tout, je trouve qu'il est dans le vrai, en fait. Eh ben, écoute, Erwan commence à en parler, allons-y tout de suite, on parlera du All-Star Game dans quelques instants, on va lire la première déclaration, justement sur l'évolution du jeu, et c'est Draymond Green qui en parle. Alors, regardez ça, c'est une ligue où tout le monde se copie, si tout le monde joue d'une manière qui fonctionne, vous ne pouvez pas jouer différemment, il faut se ranger à ce qui se fait.
on enchaîne tout de suite avec la deuxième, c'est dans le prolongement de ce qu'il vient de dire. Contre LeBron, chaque possession est comme une partie d'échecs, mais il n'y a plus ça dans la NBA d'aujourd'hui. C'est juste une question de qui court le plus vite et qui met le plus de 3 points. Il n'y a aucune substance et c'est super chiant. Alors on s'arrête déjà là-dessus, avant la magnifique réponse de Oscar Robertson qui nous a régalé. Mais il y a le fond et la forme, c'est toujours pareil. Dans le fond, est-ce qu'il a tort? Non. Ah oui. Non, on peut juste rajouter que je comprends que jouer face à LeBron, c'est une partie d'échec. Aujourd'hui, il y a encore quelques joueurs avec qui c'est une partie d'échec. Il y en a un notamment, c'est Nikola Jokic, qui d'ailleurs, personne ne peut copier les Nuggets parce que personne n'a Nikola Jokic. Clairement. Mais c'est vrai que dans le reste, on voit des équipes qui veulent absolument courir, qui veulent aller vite de l'avant, qui veulent shooter un maximum à 3 points et avoir un maximum de possession, quitte à laisser un lay-up, un panier marqué pour derrière pouvoir tout de suite réattaquer. Donc oui, il y a cette espèce de calque qui est faite sur beaucoup d'équipes. On se souvient que les Hawks ont voulu construire autour de triangle pour copier les Warriors, mais en fait copier les Warriors, c'est avoir un joueur all-time qui est Steph Curry, c'est avoir un shooter all-time qui est aussi Klay Thompson, c'est avoir un playmaker all-time qui est Draymond Green. En fait, moi, ce truc on va copier ce style-là, je trouve ça très risqué et finalement, oui, ça lisse le jeu, mais en même temps, tout le monde se copie, mais personne change le game aussi et en tout cas, et change l'histoire, la vision, le visage de sa franchise. C'est ça, en fait. C'est que tout le monde se copie, mais j'ai pas vu une franchise faire un énorme step-up en disant, on va faire comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je t'en rejoins complètement. Moi, ce qui m'étonne, c'est... Bah oui, en fait, on essaie de copier les meilleurs, mais c'est partout pareil. Moi, ce que j'ai du mal dans ce texte, c'est que, dans le fond, oui, il a raison. La NBA et les joueurs NBA ont tendance à copier les champions, à copier ce qui se fait de mieux. Mais, enfin, c'est comme dans la vie, non? T'essaies toujours de tendre au moins vers ce qui te semble, toi, le mieux. Moi, si j'étais coach, bon, bah, forcément, je prendrais un peu de là, et forcément, à un moment donné, on pourrait me dire, mais regarde, tu vas te copier. Pour moi, le mot est tellement fort, et t'as raison de souligner, Atlanta, ça a pas marché. En fait, ça ne pouvait pas marcher pour toutes les raisons que tu as évoquées. Si quelqu'un voulait faire comme les Nuggets, ça ne pourrait pas marcher parce qu'il manque un élément central. Il n'empêche que tendre vers du passing game, avec un grand qui est capable de faire des passes à terre et être au centre du jeu, etc., etc. On l'a déjà vu avant. Je pense à Vlade Divac, par exemple. On le voit encore aujourd'hui. On peut penser à Sabonis, avec les Kings. Alors oui, c'est pas au niveau de Jokic, mais tendre vers quelque chose que tu considères comme bien, en fait, j'ai du mal à critiquer quelqu'un qui essaie de faire le mieux possible ou qui tend vers le mieux possible. Et pourtant, dans ce que dit Draymond Green, moi, je vois la même chose que lui. Je vois cette volonté systématique de... Moi, ce que j'adore dans le basket, c'est que tu peux jouer plein de baskets différents selon qui t'as. Moi, j'aime les joueurs, les coachs du moins, qui s'adaptent aux joueurs qu'ils ont. Et là, en fait, on est dans un truc où, quelque part, il faut jouer ce basket-là si on veut réussir, si on veut essayer d'avoir des résultats, si on veut exister à haut niveau. C'est ce basket-là. C'est courir, c'est shooter, c'est aller de l'avant, Et je trouve ça très réducteur. Il n'y a pas de 30 équipes qui jouent. Même si, quand tu regardes un match, c'est difficile de voir la différence. Il y a Memphis qui est en train de créer quelque chose de nouveau. Il y a les Nuggets avec Nikola Jokic, qui est une équipe unique parce que joueur unique. Oui, mais le truc les équipes jouent court et tire beaucoup à 3 points, c'est parce qu'on sort d'un run de playoff où les Celtics ont gagné exactement comme ça. C'est-à-dire 5 out, beaucoup de tirs à 3 points, mais assumés, tuer le spacing qui te permettait d'aller voir des lay-ups. Maintenant, on compte. C'est juste que c'est l'équipe la meilleure aujourd'hui en NBA joue de cette manière-là. Donc, il y a une semblante tendance, mais ça veut pas dire que dans 5 ans, on n'aura pas une autre tendance. Parce que ce que j'ai du mal... Le problème, c'est pas les tendances. C'est que les tendances suivent tout le monde. C'est que dans les années 90, même 2000, t'avais des styles. T'avais des ADN différents de chaque équipe, même de franchise. Les Knicks, c'était la dureté, la défense. Aujourd'hui, les Knicks, même avec Thibodeau, il y a la dureté, frérot. On les a vus être plus dur avant. La dureté, elle ouvre quand tu ouvres la porte de chez toi en sortant, qui fait moins 15, dur le froid. Voilà, c'est la seule dureté qu'il y a chez les Knicks aujourd'hui. Donc, j'ai du mal à dire ça quand je vois les Cavs. Ils jouent pas du tout comme les Celtics. Tu vois, je veux dire, je la trouve un peu facile, la tech. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même... oui, c'est ce que je te dis. Oui, mais regarde les meilleures équipes aujourd'hui, elles jouent pas de la même manière. Ils généralisent une impression, malgré tout, qui prédomine. Alors, t'as raison. Sinon, c'est impossible que 30 équipes jouent le même basket et les mêmes plays. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre pas mal d'équipes et que, certes, Draymond Green, et il le fait parce qu'il a compris qu'être un bon analyste, un bon consultant, c'est aussi avoir des avis qu'on a envie d'écouter ou pas.
Enfin, qu'on a envie d'écouter en disant je suis d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce qu'il va dire encore de la merde. Déclivant. Ouais, il va dire encore de la merde, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mais au moins tu vas m'écouter, donc ça veut dire que je suis bien à ma place, il y a rien de pire que les avis tièdes. Ah, ça c'est clair. Et lui, il a parfaitement compris. Je crois qu'il est fondamentalement comme ça aussi, et que l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un mec qui a une science et une analyse du jeu supérieure à beaucoup. Alors il y a une rumeur, je sais pas si tu l'as vu là avant qu'on regarde la déclat de Oscar Robertson, mais je sais pas d'où elle vient. J'ai pas trop d'infos. Je l'ai juste vu passer comme ça il y a 2-3 jours à un réveil. Et il aurait dit, ou en tout cas la rumeur serait sortie, comme quoi on lui aurait déjà proposé le poste de head coach le jour où il prend sa retraite. Je sais pas quoi faire de cette info. Encore une fois, si vous avez d'où ça vient, si ça vient de lui ou d'ailleurs, vous nous dites. Mais qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as lu ce truc-là? C'est quand même ouf. J'ai du mal à y croire. C'est encore un peu tôt, peut-être il y a 34 ans. J'ai beaucoup de mal à y croire qu'il fasse le switch de coach-joueur direct comme ça. Les Warriors, et on l'a vu ces derniers temps, tiennent beaucoup à la suite, aux jeunes, à faire des choses. J'ai du mal à voir Draymond Green incarner la nouvelle vague des Warriors avec des jeunes en repartant un petit peu en arrière, en perdant des matchs, en gérant la relation avec les arbitres. Je pense que Draymond Green est un personnage fantasque qui connaît parfaitement le jeu, et j'ai plus envie de le voir dans des médias analyser le jeu avec un esprit très critique, parfois peut-être même un peu trop, plutôt que le voir sur un banc NBA en train de vociférer sur des arbitres. On l'a assez vu faire. Tu crois pas qu'on puisse penser au fait qu'ils se repentissent et qu'ils deviennent, tu vois, post-carrière? Je peux le voir dans un staff avec un rôle à mi-chemin entre le coaching et le general management, être un peu ce mec-là, consultant qui peut intervenir sur des séances d'entraînement et tout. Je le vois pas assez zen, assez pour incarner un poste de coach, surtout quand on voit les coachs comme ils sont aujourd'hui. Alors, ils aiment bien péter un câble, faire buff, à se faire retenir par leurs assistants pour les mettre des coups de pression à des arbitres. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les coachs, on voit bien qu'ils mettent plus des rousses, comme les joueurs sont plus enclins à prendre des roustes, de se faire gueuler dessus comme Phil Jackson pouvait le faire, même si c'était un Zen Master, comme Pat Riley pouvait faire. Les joueurs marchent plus comme ça maintenant. Ah, clairement, ouais. Donc lui, je te dis, je le vois plus avoir un rôle d'ancien peut-être dans des discours, mais moi je veux surtout le voir à la télé, quoi. Petit commentaire là c'est mignon bien sûr. Il y a Steer One qui nous dit MDR, les futurs joueurs sous Draymond, grosse tatane quand tu défends pas. Et il y a Petit Jean qui nous dit ça va être un coach au tactique coup de poing. Et voilà, donc ça marchera pas. Ça me régale. Aujourd'hui la gestion des joueurs, elle est complètement différente. Il n'y a pas Cololo qui m'envoie un message qui est coach. Je suis persuadé qu'il regarde et qu'il va me dire ce qu'il en pense sur le coaching. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les seules équipes qui peuvent jouer différemment des autres sont celles qui ont des pivots passeurs. Pour moi, seuls les Yougos et les Australos, donc les Espagnols, tout de même, forment encore des pivots impliqués depuis tout jeune dans la passe. Voilà, il arrive un peu en retard, Paco, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Il a raison. C'est quand même drôle de se dire que le seul moyen aujourd'hui de jouer différemment, c'est d'avoir un grand qui soit au cœur du jeu. C'est un grand, oui, qui a un cœur du jeu et qui a un QI basket supérieur. Donc au cœur du jeu, parce que s'il a Javal Magui, je vais pas le mettre au cœur du jeu, ça c'est sûr. Erwan. Si le cœur du jeu, c'est qu'il mérite d'y être. Donc bon, alors petite déclat de la réponse d'Oscar Robertson à tout ce qu'a dit Draymond Green. Bigot, Draymond dit tellement de choses, mais qui s'intéresse à ce qu'il dit? Cela ne veut rien dire. Le jeu est peut-être devenu ennuyeux pour lui parce que s'il ne passe pas le ballon à Curry, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a régalé. Il est comme ça. Alors, Oscar Robertson, on l'a très peu vu ces dernières années, etc. Il est vraiment dans tous les circuits de légende. Il était à Paris et tout. Donc, c'est passionnant de l'entendre parler. Il n'a pas changé depuis 10 ans aussi. Il a toujours la même tête. T'as pensé de quoi de cette réponse d'un gars qui... Voilà, c'est un revers, clairement. Bon, là, on se retrouve quand même à analyser des choses. Quand on s'est lancé dans ce métier-là. Analyser un clash entre Oscar Robertson et Draymond Green comme si c'était Booba et Caris, c'est quand même compliqué. Non, je suis pas d'accord avec Oscar Robertson sur l'analyse du joueur. Draymond Green, il fait bien plus que pas faire des passes à Steph Curry, sinon les Warriors, ils auraient pas gagné autant que ça. Mais je pense que Oscar Robertson lui-même le sait. Bien sûr. Et après, je pense que c'est des anciens qui étaient peut-être plus respectueux de l'entité NBA, de l'institution NBA. C'était des gens qui étaient un peu plus dans le moule et qui du coup, voir une autre génération ouvrir son clapet pour un oui, pour un non, parce que c'est ce que fait Draymond, ça les agace, voilà. Bien sûr, bien sûr. On enchaîne avec Draymond Green et on voulait vous mettre pour le coup cette déclaration, voilà, juste devant le Chase Center. On va la laisser brute. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, désolé pour vous, il faut aller à l'école. All year to be an all-star and you get to play up to 40 and then you're done. This is so unfair to Victor Wembanyama, who just took this game really seriously, Shai Gilgeous-Alexander, who just took this game really seriously. When you talk about chasing after the points records, Melo and Kobe and all these guys who've had great scoring nights,
They don't get the opportunity to do that with this game. Also, we can watch some rising stars. We're about to watch the Olympic team. Now we get the treat of watching the Olympic team play against a U19 team. Come on, what are we doing? This is ridiculous. Ça nous rappelle ce qu'on vient de dire dans l'autre vidéo, Erwan, mais pour le coup, là, moi, j'étais tellement d'accord avec lui. Qui a envie de voir des Team USA face au 19, mais écoute, il a raison. C'est aussi une vidéo orientée sur Draymond Green et sur ses prises de position. Mais là, ce qu'il vient de dire, je bois ses paroles. Tout à fait. Il a tellement raison. Il a tellement raison. Donc, c'est pour ça que la déclaration d'Oscar Robertson, c'est un peu un mec qui vient défendre sa vieille bâtisse, mais il a raison. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Il y a des mecs qui déboulent, qui ont leur première sélection All-Star Game, qui arrivent concentrés, qui ont envie de faire des bonnes choses, et ils se retrouvent à vivre ça, à se retrouver contre des mecs qui mettent 10 points par match en NBA et on est le dimanche soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est sûr, c'est que il a surpris tout le monde. Parce que dans les réactions derrière, le journaliste, il est un peu genre, bon, bah, on va envoyer une pub, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ça. On est tellement dans la surpromotion du produit, là. On est tellement dans ce truc-là. Dans la limite, quand il y a un mec aussi. Oui, mais clairement dans la limite. Mais quand il y a un mec qui fonce à contre-courant, bah alors là, craque un peu, hein. Contre-sens. Allez, à 220 sur l'autoroute, hein. Normalement, ça dure 5 secondes, pas plus. Pour le coup, lui, il a tenu plus. Il est arrivé avec des arguments. Il a détruit tout le monde. Chaque prise de parole. Il était dans cet état d'esprit de dire, bon, bah, voilà, je vais me démarquer quelque part. Bien sûr que lui aussi fait la promotion de son podcast. Et moi, le premier, quand je vois une déclaration, une sortie comme ça aussi intéressante et aussi juste quelque part, ça me donne envie de savoir ce qu'il dit peut-être au quotidien dans son podcast. Donc, il a réussi son coup. Il n'empêche que là où je le rejoins, c'est que ni lui, ni les joueurs qui ont été sélectionnés, il sait très bien de quoi il parle parce que il a galéré pour en arriver là. Personne n'a envie de vivre ce moment-là. Et on l'a bien ressenti de toute manière avec le retour des joueurs après le All-Star Weekend. Pour aller dans son sens, comment t'expliques que les mecs se retrouvent sur un même match, sur un même tournoi, le dimanche soir, au même endroit, à la même heure, tous ensemble, et que t'es 4 équipes, et que sur les 4 équipes, t'en as que 3 où on leur donne une sélection All-Star. Les gars participent au même truc. Et tu sais, dans le commentaire, il y a Candace Parker qui a dit oui, ils sont presque All-Star. Je sais pas comment elle a tourné un truc comme ça, tu vois. Et tout le monde dit ah non, ils sont pas All-Star. Mais ouais, mais alors pourquoi qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent là alors? Exactement. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Sur le principe, c'était ils vont venir plus motivés que les autres. Ça va nous donner de la compétition. Mais en fait, je me suis dit. Putain, mais le vendredi, les gamins qui gagnent, ils vont arriver le dimanche, ils vont essayer de tirer la boîte. En fait, je suis arrivé le dimanche, je fais, oh, mais j'ai pas envie de les voir. Non. Rentrez chez vous. Allez faire vos devoirs. Les pauvres. Allez dans la night. Il y a un peu de ça. Alors, Tom me dit qu'on a Jamel. Il y a Jamel qui est là. Ah ben alors. Il y a Jamel qui est là, qui nous a appelé. Je lisais ce que me disait Tom, c'est pour ça. Il vient de me... Je vais rien vous mentir. Il vient de m'envoyer la story de Michou, qui vient d'officialiser sa séparation avec Elsa. J'ai l'impression qu'à la fin de cette vidéo, on va être obligé de lire ce message, Erwan. On va être obligé d'y passer. Parce qu'on a Bigot, mais aussi Michou, ce soir, dans les déclarations. D'accord. En plus de Draymond Green. Alors, est-ce que Jamel est là? Est-ce qu'il nous entend? Ça va, Jamel? Ça va et vous m'entendez? Très bien. Impeccable. Bon, j'imagine que toi aussi t'as été frustré par ce qu'on a vu lors du All-Star Weekend, mais là on est surtout sur Draymond Green. Est-ce que j'aimerais bien avoir ton avis en fait sur Draymond Green, pas le joueur bien sûr, mais la personnalité qu'il est en train de se créer, de construire off-court. Bon, déjà, je vous passe un grand bonsoir à tous eux et toute l'équipe First Team. C'est gentil. Erwan, tu m'as régalé en anglais. Tu m'as régalé sur l'interview. Laquelle? Et pour revenir sur le sujet, ouais, moi je suis d'accord avec Erwan en fait. Hein. Je trouve que ces déclats sont justes pour une fois. C'est pas tout le temps le cas, mais pour une fois, je trouve que il a raison sur les systèmes de jeu de chaque équipe. Il y en a plus une qui a un style propre à elle-même. Ils essayent tous de shooter à 3 points. Les pivots, ils passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Défense, on peut en discuter, hein, mais moi, je suis nostalgique des années 90-2000. Je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, la dernière équipe qui m'a vraiment régalé en défense, c'est Boston avec Ime. Udoka. Là, j'ai trouvé une défense énorme. Et sinon, sur les styles de jeu, je trouve que, je sais pas, ils jouent tous pareil. Je trouve qu'ils veulent tout jouer pareil, même sur les fins de match. Je sais pas, moi,
Quand tu as la possibilité d'être pragmatique et de finir un match pour aller en prolongation, non, le mec, il veut à tout prix gagner le match et shooter à 3. Je comprends pas. Ça, c'est sûr que... D'ailleurs, ça serait une bonne idée de palette, ça. De toutes les situations où les mecs veulent shooter absolument à 3, même plutôt que d'aller chercher une prolongation. Déjà, Draymond Green, tu dis, t'es pas toujours d'accord. Draymond Green, il y a beaucoup d'extraits qui passent, mais je vous invite, Jamel et tous ceux qui nous écoutent, à aller se faire au moins les 3/4 d'une émission de Draymond Green. Et pareil pour Gilbert Arenas, parce qu'ils vont quand même sur des sujets avec des vécus à eux qui sont archi intéressants et qui qu'offrent un regard un peu nouveau. Maintenant, sur le style, après, on formate aussi des joueurs. On voit qui marche en NBA, comment ça marche, comment on fait pour réussir. Donc, tu as aussi une standardisation aussi un petit peu du joueur random NBA. On voit de plus en plus d'athlètes qui font de plus en plus de choses, mais avec des physiques qui sont en train de se standardiser. Des grands, 2m5, 2m6, peuvent shooter à 3 points, peuvent tout faire. Le fait que les mecs soient de plus en plus forts aussi, bah, tu peux laisser les joueurs de plus en plus libres aussi, sur de la création, sur du free flow. Alors qu'avant, quand t'avais des mecs un peu moins bons, bah, t'avais plus de part de coaching. Il y a aussi ça, il y a tout un mélange de plein de choses. Mais je reste persuadé, quand je vois malgré tout ce qui se passe en Europe, quand je vois l'Olympiakos, comment ils jouent au basket, quand je vois certaines équipes, en ce moment l'Étoile Rouge de Belgrade joue un basket incroyable, les deux équipes de Belgrade derrière. Quand tu vois en Euroleague, quand même, on arrive à avoir un petit peu des styles quand même un peu plus différents que cette standardisation, pas générale, mais un peu qu'on voit en NBA. Moi, ce qui est sûr, c'est que tu vois, là, j'ai le classement devant mes yeux, là, et moi, j'ai du mal à être d'accord avec ça. Autant je suis d'accord si tu regardes un match de NBA au hasard. Tu vois, t'as 30 équipes, tu regardes au hasard, t'as l'impression que les choses se ressemblent. Ça, je vous rejoins complètement, les mecs. En revanche, quand je regarde le classement, en fait, les meilleures équipes, elles ont chacune des styles qu'on peut parfois regrouper, mais Cleveland a un style très particulier. Boston a son style. New York essaie de faire comme Boston. C'est la sensation que moi j'ai, par exemple. Indiana, j'ai du mal à comparer Indiana avec les 3 autres équipes que je viens de citer. Milwaukee a un style ultra spécifique en NBA. On parlait d'être grand, costaud et tout, etc. Je m'arrête là, parce qu'après c'est Détroit, Orlando, Atlanta. Bon. Dans la conférence Ouest, Oklahoma a un style archi unique dans la NBA actuellement. Les Grizzlies, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont en train... Non, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, moi je vois quand même beaucoup de similitudes entre les équipes que tu viens de citer. Bah non, je trouve pas vraiment. Bah malgré tout, alors après oui, système de référence très différent, des line-up très différents. Donc sur demi-terrain, t'es en train de me dire que sur demi-terrain, effectivement, les entrées sont pas les mêmes, les systèmes sont pas les mêmes. Certes. Non, parce que attends, j'ai commencé ma phrase pour dire si tu regardes un match NBA au hasard, quelle que soit l'équipe, et un deuxième juste après, ça se ressemble. Mais il n'empêche que toutes les équipes, et on est quand même là pour le dire, oui, toutes les équipes que je viens de citer, mais je peux continuer. Memphis est très différent, Denver a son style, Houston est très différent, a un style un peu chelou. Les Lakers, encore plus avec l'arrivée de Luka, aura un style vachement différent des autres. Les Clippers, mine de rien... Les Spurs n'ont pas encore de style. Les Spurs n'ont pas... Finalement, tu vois, plus j'y pense à ce qu'il a dit, je comprends bien sûr le fond du truc, mais je pense qu'on doit aussi faire l'effort de dire, bah non, c'est pas si simple que ça, en fait. Non, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a plein de choses... C'est trop facile d'aller là-dessus. Moi, ce que j'aime bien voir, par exemple, tu vois, c'est des détails, hein. C'est les remises en jeu ligne de fond ou les remises en jeu côté. Sur des moments où on veut pas juste remettre la balle à l'intérieur. Je trouve que là, oui, tu peux différencier les entrées de système sur jeu demi-terrain. Évidemment, là où on veut mettre la balle sur des moments clés. Il y a des choses, les sorties de temps mort. Il y a des choses où chacune, encore heureux, ils ont des staffs monumentaux. Donc, mais c'est vrai que par moment, tu peux enchaîner 2 matchs, 3 matchs de NBA et voir presque un petit peu les mêmes scénarios, les mêmes manières de jouer. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais de toute façon, c'est pour ça que je dis que Draymond Green généralise beaucoup trop sa pensée, mais quelque part, des fois, l'aspect visuel premier peut amener vers ça. Après, c'est vrai que si tu as un regard sur chaque possession, tu verras bien que les équipes jouent pas de la même manière. Jamel, tu regardes l'Euroleague, toi ? Ouais. Bah, un petit peu. Pas beaucoup, j'essaie de regarder les gros matchs, mais c'est vrai que je suis plus focalisé sur la NBA. Mais en fait, je crois que Tom... En fait, là, tu vois, tu m'as sorti Luka, et en fait, je crois qu'il faut faire vraiment la différence entre le style d'une team, d'une équipe, et le style de tes stars ou ta star. En fait, je trouve que voilà, il joue le style de ta star, mais il joue pas le style. C'est pas le style d'une équipe, quoi. C'est pas le style d'une team, je sais pas, d'un groupe, quoi.
Non, mais là, je comprends ce que tu veux dire. La star va amener vers un style, mais ça, je pense que c'est normal, non? Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Quand il y a Jokic, tu vas jouer d'une certaine manière. On dit depuis des années, lorsque t'as LeBron, t'es obligé de jouer d'une manière. Luka est dans cette mouvance-là. James Harden aussi. Et on le voit bien avec les Clippers, ça marche très bien depuis qu'il est revenu au centre du système. Mais ça, c'est l'essence de notre sport. En fonction de qui est ton meilleur joueur, tu vas essayer de le mettre en valeur du mieux possible pour essayer de gagner des matchs. Mais même au niveau des conférences, tu trouves, franchement, attends, quand tu regardes les années 90, 2000, allez, on va dire jusqu'à 2005, t'avais un style de conférence, tu vois. La conférence Est, c'était le hood, c'était trop dur, quoi. Tu regardes les Knicks, tu regardes Philly, tu regardes, je sais pas, tu regardes les équipes de l'Est, et tu regardais plutôt du côté de l'Ouest. C'était plutôt le style, tu vois. Je sais pas comment dire. Plus offensif. Le style en ballon, c'est la classe, quoi. Après moi, je pense que au plus le temps passe, au plus c'est une légende urbaine. Oui, l'Est, c'était le ghetto, mais rien que le showtime des Lakers, je peux te garantir qu'ils mettaient du bois comme comme beaucoup peu en mettaient. Le Jazz de Karl Malone et de Stockton, je peux te dire que ils camperaient fort. Les Blazers de Drexler, je peux te dire que c'est une brave guerre aussi. Bon. Le Run TMC, alors oui, tu vois les highlights, tu vois les ci, tu vois les ça. Bon, les Chris Mullin et tout, je peux te dire que c'est le coup de coude, il te partait dans la bouche et c'était bienvenu au club. Hein. Donc, je crois pas que j'ai jamais cru vraiment qu'il y ait une énorme différence, en tout cas d'agressivité entre l'Est et l'Ouest. Il y avait plus de talent peut-être dans la conférence Ouest et des équipes qui mettaient plus de points. Mais pour moi, ça n'a jamais vraiment existé ce truc de l'Est, c'est la guerre, c'est les barbelés, et l'Ouest, on est soft, on joue bien au basket, on se fait des passes, la vie est belle, on joue avec des pâquerettes sur les oreilles. Mais tu vois, je grossis le trait, mais c'était un peu ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait un peu de ça quand même. Quand t'allais à Détroit, t'étais pas en terrain conquis. Oui, après, parce que je te dis, d'un côté, t'avais Détroit, les Bad Boys, et de l'autre côté, t'appelais le Showtime parce que les Lakers, Magic, le sourire. Mais je t'invite, et un jour, on les mettra, on en a mis d'ailleurs des matchs. Oui, on a mis une finale entre Détroit et les Lakers. Je peux te garantir que les Lakers, je vois pas des mecs qui reculent et qui se font marbrer, hein. Je vois des mecs qui rentrent dedans autant que les autres leur rentrent dedans. Après, tu sais, la narrative, ce que font les médias, la manière dont on raconte l'histoire, c'est pour ça que le mieux, c'est de regarder les matchs aussi et de se faire son propre avis. C'est pour ça qu'il y a les NBA Classic Games tous les lundis soirs 22h. Merci Jamel de nous avoir appelé. Merci Jamel, t'as régalé frérot. Merci à vous, hein. Continuez, de toute façon on regarde tous les jours, à chaque fois qu'il y a une vidéo, pratiquement tous les jours, hein, de toute façon. Jamel. avec tout. Jamel, j'ai cru déceler un petit accent Saint-Étienne. Ah, t'es pas loin du tout, Erwan. C'est où? Je suis d'où? Allez, dans le 38. Dans le 38, vers Grenoble. Ah oui, Grenoble. Grenoble, tu vois, j'étais dans le coin, dans Fouillon. J'étais pas loin de Santé. J'étais pas loin, alors. Allez, bonne soirée, mon ami. Et n'oublie pas ta carte bleue, hein. Erwan, s'il te plaît, ramène-nous une équipe de basket, là, ici, hein, parce que... À Grenoble, avec ce que je vois dans la presse, ça va pas ou quoi? Laisse-moi tranquille, je fous pas un pied dans ta ville, hein. Je te dis direct, hein. Je suis sorti vivant de Marseille, c'est pas pour retourner à Grenoble, hein. Oh, punaise. Merci, Jamel. Merci, à la prochaine, Jamel. Bon, voilà les gars, pour cette petite déclaration de Draymond Green. Si vous avez d'autres choses à nous raconter sur Draymond Green, vous n'hésitez surtout pas tout de suite à en parler en replay et donc dans les commentaires.